Imaginez, pas de soleil, juste du gris à l'horizon. Quand vous inspirez, vos poumons brûlent car l'air est si froid que vos bronches le perçoivent comme une menace. Sous vos pieds, la terre gelée a la dureté de l'acier. À chaque pas, un frisson s'infiltre jusqu'à vos os. Vos muscles se consument pour produire de la chaleur. Mais ils n'y arrivent pas aussi vite qu'ils en perdent. Maintenant, regardez ce qui se dresse devant vous. 4 mètres de haut. 8 tonnes. Une créature dont le souffle fait trembler le sol. Les films vous ont dit qu'un chasseur courageux pouvait abattre des géants avec une lance. C'est un mensonge. Les livres d'histoire ont romancé ce moment. Un mensonge encore plus grand. Car un seul pas de cet animal suffit à écraser un homme au sol. Un seul coup de défense et votre tête explose comme une pastèque. Pourtant, vos ancêtres ne sont pas là pour ça, car ils n'ont pas tenté de vaincre un obstacle de 10 tonnes par la force brute. Ils ont bâti un système, développé un protocole, une ingénierie d'urgence qui combine la physique du terrain, la psychologie du troupeau et les mathématiques de la gravité. Ceci n'est pas une histoire de survie. C'est un document de conception biologique, écrit avec de la pierre et de la terre. Abonnez-vous, car la vérité ne fait que commencer. Sous la terre de Tultepec, il a attendu silencieusement pendant 15 000 ans. 2 immenses fosses, des merveilles d'ingénierie avec des parois verticales, un fond dur et un diamètre dépassant 25 mètres. À l'intérieur, plus de 800 os, appartenant à au moins 14 mammouths. Et sur ces os, des traces que le hasard ne pouvait laisser, des lignes de découpe, des perforations de lances, des schémas de démembrement systématiques. Lorsque les archéologues ont découvert ces fosses, un paradigme vieux de plusieurs décennies s'est effondré. Car jusqu'à ce jour, la grande majorité du monde scientifique supposait ceci. Les humains de l'âge de glace ne s'attaquaient aux mammouths que s'ils étaient coincés dans un marais, blessés ou déjà mourants, des opportunistes passifs, des charognards guettant leur chance. Tultepec a enterré cette idée, car ces fosses n'étaient pas des structures creusées par la nature. Leurs parois abruptes étaient le produit d'une décision, pas de l'érosion. Ces eaux n'appartenaient pas à des victimes du hasard, mais aux cibles d'une opération. Pour comprendre la vérité, vous devez d'abord saisir la réalité physique. Le mammouth colombien était l'un des plus grands mammifères terrestres du Pléistocène. Sa hauteur à l'épaule atteignait 4 mètres. Son poids approchait les 8, parfois près de 10 tonnes. Nous parlons donc d'une masse vivante, furieuse et extrêmement mobile, pesant l'équivalent d'un camion de taille moyenne. La peau de cet animal était recouverte d'une épaisse couche de graisse, un simple coup de lance. Si l'angle et la force n'étaient pas calculés, ne pouvaient même pas la traverser complètement. Ses côtes étaient assez larges et protectrices pour encaisser le poids d'un homme puissant se jetant sur lui. En cas de panique, un troupeau de mammouths pouvait atteindre une vitesse de 25 km par heure. À cette vitesse, l'énergie cinétique d'une masse de 8 tonnes atteint une puissance capable de démolir un mur de ciment. La chance qu'un humain de 70 kg a de résister à cette force ne nécessite même pas de calcul. Alors, comment le chasseur de l'âge de glace a-t-il résolu cette équation? Il n'a pas opposé la force à la force. Il a inversé le système. Il a retourné la masse de l'animal contre son plus grand ennemi, la gravité. Mais, d'abord, le terrain. Tout commençait par le terrain. Une fosse piège ne se creuse pas au hasard. Les chasseurs avaient observé les routes de migration saisonnière des troupeaux de mammouths pendant des générations. Quelle vallée empruntent-ils? Vers quel point d'eau descendent-ils?
À quelle heure du matin se déplace-t-il? Et de quelle direction souffle le vent? Ces questions n'étaient pas abstraites, elles étaient vitales. Car pour qu'un piège fonctionne, il ne suffisait pas qu'il soit au bon endroit. Il fallait que l'animal arrive à ce point précis, sous l'angle exact et à la vitesse voulue. C'est le même principe fondamental que l'ingénierie environnementale moderne. Si vous ne pouvez pas contrôler le système, utilisez le système lui-même comme une arme. Les fosses de Tultepec étaient probablement positionnées près d'un point d'eau ou d'un pâturage. Les mammouths, en particulier les individus jeunes et un peu isolés du troupeau, fréquentaient régulièrement ces zones. Les chasseurs le savaient, et ils ne se contentaient pas de le savoir. Ils transformaient cette information en une opération. La fosse était recouverte de fines branches de bois, d'herbe et probablement de neige. Le camouflage n'était pas visuel, il était fonctionnel, une structure conçue pour supporter le poids de l'animal jusqu'à ce qu'il dépasse un seuil critique, puis s'effondrer instantanément. C'est de l'ingénierie des matériaux. Quelle branche peut supporter quel poids? Quel type de tressage résiste le plus longtemps tout en s'effondrant le plus vite? Les réponses à ces questions ont été acquises par essai et erreur, par des observations transmises de génération en génération. Nous arrivons maintenant à l'opération elle-même, et à ce stade, nous passons de l'intelligence individuelle à l'intelligence sociale. Les fouilles de Tultepec suggèrent que cette opération était menée par des groupes d'au moins 20 à 30 personnes. Pourquoi tant de monde? Parce qu'un seul piège, seul, n'était pas suffisant. Pour faire tomber l'animal dans le piège, il fallait d'abord le diriger vers celui-ci. Et cette manœuvre exigeait d'utiliser la panique du troupeau de manière calculée. Les chasseurs créaient une ligne de pression avec des torches, des cris et des silhouettes se déplaçant de manière agressive. Cette ligne était délibérément organisée de manière asymétrique pour pousser les animaux dans une direction spécifique. Une pression plus intense était appliquée sur le flanc droit du troupeau, laissant le côté gauche relativement ouvert. C'est un protocole de guidage comportemental classique. Tout ce qui ressemble à une voie de fuite est en réalité un piège. En courant vers la direction de moindre résistance, les mammouths avançaient, sans le savoir, le long d'un couloir préparé. Et au bout de ce couloir, les fosses attendaient. Cette connaissance a coûté cher. Vous lisez ceci en 8 minutes. Eux ont essayé pendant 8000 hivers. Une fois l'animal tombé, la physique entrait en jeu. Que se passe-t-il lorsqu'une masse de 8 tonnes tombe dans une fosse de 1,7 mètre de profondeur avec des parois à 90 degrés? Les pattes subissent une surcharge extrême à l'impact, même si elles ne se cassent pas. L'animal ne peut trouver le point de levier nécessaire pour grimper sur les parois verticales. Les pattes avant d'un éléphant ne sont pas adaptées pour escalader des surfaces lisses. Dans la nature, il a besoin d'un rocher, d'une racine ou d'un sol en pente pour le faire. Dans une fosse aux parois droites, il n'y a rien de tout cela. L'animal devient prisonnier de son propre poids. Le génie de l'ingénierie réside précisément ici. L'homme utilise l'énergie de l'animal pour le tuer. L'énergie cinétique de la chute de 8 tonnes. La force qui immobilise l'animal n'est pas celle de l'homme, mais celle de la gravité. Et après, les chasseurs attendant au bord de la fosse entrent alors en scène. Mais, ici, il y a une nouvelle couche d'ingénierie, la technologie des armes. Les pointes de lance produites par la culture Clovis sont les solutions balistiques de l'âge de pierre. Ces pointes étaient fixées à des manches en bois grâce à des cannelures creusées à leur base. La cannelure permet à la pointe de se verrouiller sur le manche.
Mais elle permet aussi aux manches de se retirer à l'impact, laissant la pointe dans les tissus. Ce n'est pas seulement un outil tranchant, c'est un système de pénétration, tant que la pointe reste à l'intérieur de l'animal. Chaque mouvement la fait pénétrer plus profondément, atteignant de plus gros vaisseaux sanguins. Plus l'animal résiste, plus vite il perd son sang. L'efficacité de ces armes a été remise en question pendant de nombreuses années. Une petite pointe en pierre pouvait-elle vraiment traverser la peau épaisse et la profonde couche de graisse d'un mammouth? Des études d'archéologie expérimentale, publiées en 2022, ont apporté une réponse claire à cette question. Oui, mais seulement si elle est lancée sous le bon angle, dans la bonne zone, avec la bonne force, sous le cou, entre la cage thoracique, sur la face interne des pattes arrière. Ces zones offrent l'accès le plus court aux grands vaisseaux sanguins. Les chasseurs le savaient, car ils avaient dépecé les mêmes animaux pendant des générations. Ketu apprenant l'emplacement des organes internes. La connaissance de l'anatomie n'était pas dans les livres, elle était dans leurs mains. Dans la mémoire musculaire, l'observation, l'expérience. Le propulseur de lance, l'atlatèle, ajoutait une autre dimension à cette équation. Cet outil, qui ressemble à un simple bâton de bois, est en fait un système de levier. Il augmente la longueur effective du bras humain, doublant puis basse, voire triplant le moment angulaire transféré à la lance. Cela signifie qu'une lance lancée à une distance de sécurité depuis le bord de la fosse, Chekidi, atteindra sa cible beaucoup plus profondément et beaucoup plus rapidement qu'une lance tenue directement à la main. Un fragment d'atlatèle en forme de mammouth, trouvé dans la grotte de Bruniquel, en France, montre que cet outil remonte à au moins 12 500 ans. Et cette pièce n'est pas seulement un outil fonctionnel, c'est un objet manifestement travaillé, sculpté avec soin. C'est la preuve de la valeur qu'une société accordait aux outils qui portaient son savoir le plus précieux. Maintenant, prenez du recul et observez à nouveau l'ensemble de cette opération. Analyse du terrain, conception du piège, technique de camouflage, protocole de guidage du troupeau, calibrage des armes, ciblage anatomique et la mise en œuvre de tout cela par un groupe de 20 à 30 personnes, prenant des décisions instantanées sur un terrain gelé, lors d'une opération se prolongeant probablement jusqu'au milieu de la nuit. Ce n'est pas une chasse, c'est une activité d'ingénierie coordonnée, mais à ce stade, nous devons poser une question plus profonde. D'où venait cette connaissance? Une vie humaine ne suffit pas à développer tout ce savoir à partir de zéro. La conception des fosses de Tultepec reflète l'accumulation de décennies, peut-être de siècles d'essais et d'erreurs. À quelle profondeur un mammouth ne peut-il pas sortir? Quel angle de paroi est le plus durable? Quel type de camouflage donne le meilleur résultat? Ces questions ne peuvent être résolues par une seule génération. Les réponses sont une connaissance héritée des ancêtres morts. Transmission orale, enseignement par la démonstration, mémoire collective. Les archéologues appellent cela le transfert culturel de connaissances. Mais c'est essentiellement quelque chose de plus simple. Un paquet de données transmis des anciens aux jeunes, une information dont le prix a été payé en sang. L'arrangement des os à Tultepec révèle un schéma intéressant. La concentration des omoplates droites dans une zone spécifique. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une décision logistique qui montre quelles parties les dépeceurs ont prises, lesquelles ils ont laissées, lesquelles ils ont transportées et lesquelles
ils ont traité sur place. Il est impossible de transporter entièrement un animal de 8 tonnes. Alors que prenez-vous en premier? Les parties ayant la plus haute valeur calorique, la moelle osseuse, la graisse interne, les grands groupes musculaires, puis la peau pour les abris et les vêtements, puis les os pour la fabrication d'outils, puis les défenses pour l'échange et les objets rituels. C'est un algorithme de priorisation, et l'existence de cet algorithme montre que l'opération ne commençait pas au moment de la mise à mort, mais bien avant, dès les premières étapes de la planification. Pensez à la véritable ampleur de ce savoir. Avec une seule opération réussie, les chasseurs de Tultepec obtenaient une quantité d'énergie, de matières premières et de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins du groupe pendant des mois. La viande d'un mammouth peut nourrir un groupe moyen de chasseurs-cueilleurs pendant plus de 3 mois. Sa graisse fournit le combustible pour les longues et glaciales nuits d'hiver. Sa peau devient le mur d'un abri, le vêtement d'un enfant, le lit d'un malade. Ses os deviennent des manches d'outils, des grattoirs, des aiguilles à coudre. Ces défenses produisent des objets à la fois fonctionnels et symboliques, des pièces de valeur dans les réseaux de commerce, peut-être des indicateurs de statut social. Ainsi, un piège à mammouth n'était pas seulement une pratique de chasse, c'était un outil de planification économique. C'était le cœur de la stratégie hivernale d'un clan. Et cette stratégie n'était possible non pas grâce au courage ou à la force individuelle, mais grâce à l'intelligence collective, à la maîtrise de l'ensemble du système. Les sites Clovis dans les archives archéologiques, Murray Springs, Île Lehner, Blackwater Draw, nous voyons le même schéma partout. Les restes de grands animaux, près d'un point d'eau ou d'un goulot d'étranglement naturel. À côté d'eux, des pointes de lance. Sur les os, des traces de découpe. Et ces sites sont distants de centaines de kilomètres. Pourtant, ils partagent les mêmes détails techniques. Cela montre qu'une méthode, quelle technique a-t-il utilisée, lesquelles a-t-il inventées? Et lorsque ce système de conservation échouait, lui restait-il assez d'énergie pour planifier la prochaine chasse? La réponse n'est pas encore dans la force musculaire. Elle est encore dans un protocole, encore dans un système. Abonnez-vous, car à l'âge de glace, la connaissance n'est pas le pouvoir. Elle est la vie.